Aujourd'hui, ça a été une journée surtout nuageuse avec des averses isolées, des températures qui sont restées près des normales de saison. Et qu'est-ce qu'on a au programme pour ce soir, Mathilde? Ce soir, nous aurons des averses. Et même avec des nuages, Vancouver, c'est beau. Oui, c'est beau. Voici votre téléjournal. Contravention méritée ou acharnement, les résidents du Downtown Eastside de Vancouver se disent ciblés par les policiers. This isn't about bylaw offenses anymore. It's about harassment. It's about street checks. Un bateau de pêche a coulé ce matin au large des rives de Point Grey. The response was very good in this case, and we're very comfortable with the Coast Guard's ability to respond. Et les pas de danse sont comptés pour Bale Kelowna. Le rideau tombera définitivement à la fin de la saison. C'est difficile d'avoir une compagnie professionnelle dans une ville si petite, mais c'est un grand cadeau pour pas seulement les danseurs, les étudiants de danse, mais pour voir la danse ici à un niveau professionnel. Bonsoir et bienvenue à une édition spéciale du téléjournal Colombie-Britannique. Ce soir, en plus d'être informé des nouvelles du jour, vous verrez à l'œuvre des jeunes de 10e, 11e et 12e année. Ils ont goûté au métier de journaliste les 5 dernières semaines et ce soir, c'est l'aboutissement de leurs efforts. Donc, depuis 3 ans, le programme Jeune Info existe. Jeune Info qui permet aux participants de préparer un reportage. Ils ont participé à toutes les étapes. Le choix du sujet, la cueillette de l'information, la planification, la réalisation d'entrevues, l'écriture, le montage et enfin, finalement, la présentation en direct, aujourd'hui à la radio et ce soir à la télévision. Ces jeunes viennent des 4 coins de la province, ils fréquentent une école d'immersion francophone et nous leur souhaitons bonne chance. Mais d'abord, dans l'actualité, 2 pêcheurs ont échappé à la noyade ce matin lorsque leur bateau a coulé dans le détroit de Georgia. Un remorqueur est arrivé sur les lieux quelques minutes avant les gardes-côtes. C'était la première intervention majeure des gardes-côtes depuis la fermeture de la base de Kitsilano. Voici le reportage de Gaël Aubois. Kifan se remet de ses émotions. Il est l'un des 2 pêcheurs secourus ce matin après le naufrage de son navire. Il a eu peur de mourir, dit-il, mais maintenant ça va mieux. Le pêcheur et propriétaire du bateau affirme ne pas savoir ce qui s'est passé. Il était 5h15 ce matin lorsqu'il a lancé un appel de détresse. Une dizaine de minutes plus tard, un remorqueur a localisé les pêcheurs dans le détroit de Georgia, à quelques kilomètres des rives de Point Grey. Les gardes-côtes sont arrivés avant que l'équipage de John Steiner ne mette un canot de sauvetage à l'eau. À bord de leur aéroglisseur, les secouristes sont arrivés 17 minutes après l'appel et ont pu prendre en charge les 2 pêcheurs qui ont dû être traités pour hypothermie. Les opposants à la fermeture de la base de Kitsilano affirment qu'il n'aurait fallu que 10 minutes aux gardes-côtes de cette station pour intervenir. Mais pour ce pêcheur, la zone n'est pas sans ressources. Il affirme qu'à cet endroit, il y a beaucoup de bateaux qui sont prêts à intervenir en cas de détresse. John Steiner estime que l'intervention des gardes-côtes était très satisfaisante et lui aussi pense que les autres marins sont prêts à porter secours. Il explique que les marins obéissent à un code de la mer qui les pousse à répondre aux appels de détresse. Gaël Aubois, Radio-Canada, Vancouver. Les tarifs de BC Ferries augmenteront le 1er avril, une augmentation de 4,1 % pour les passagers, les véhicules et les réservations effectuées moins de 7 jours à l'avance. BC Ferries soutient que ces majorations s'imposent en raison de l'augmentation des frais d'exploitation et de dépenses en immobilisation. Cette augmentation survient au moment où la société s'apprête à éliminer des traversiers dans le but d'économiser 26 millions de dollars d'ici 2016. Plus tard au téléjournal, un fonctionnaire fédéral suspendu pour avoir dénoncé des entorses du gouvernement Harper. Je crois que c'est les gens comme moi qui sont plus proches à la fin de leur carrière qui ont la responsabilité de prendre
des actions comme ça. Et journée de deuil à Caracas pour les partisans d'Hugo Chavez, tandis qu'aux États-Unis, des ressortissants vénézuéliens fêtent sa mort. He was a very bad man. He destroyed my country. Après le profilage racial, sommes-nous devant un cas de profilage social? Des organismes de défense des marginaux du Downtown Eastside de Vancouver ont déposé une plainte au sujet de la police de Vancouver qu'ils accusent de cibler injustement les résidents du quartier pauvre. Voici le reportage de Geneviève Mitchell. Dans le Downtown Eastside, des résidents débrouillards voulant augmenter leurs revenus ont parfois recours à la vente d'articles sur le trottoir. Mais selon le règlement municipal numéro 66 de la Ville de Vancouver, les ventes de trottoirs sans permis dans un lieu public sont illégales. My experience has been I had used, on the ticket it said I had used books, a toaster and a pair of used shoes. Dave Ham a reçu une contravention de 250 $ pour des livres usagés, un grille-pain et de vieilles chaussures. The streets out here are our streets. This is where we come out and meet. And we're all neighbors and we all hang out here. Dave Ham précise que dans le Downtown Eastside, les gens n'ont pas de cours ou de garage pour vendre leurs articles, comme c'est le cas dans d'autres quartiers de la ville. Selon lui, les résidents du Downtown Eastside sont injustement ciblés. C'est ce qu'affirme aussi la société Pivot et VANDU, le Vancouver Area Network of Drug Users. It isn't about bylaw offenses anymore. It's about harassment. It's about street checks. Pivot accuse carrément la police de Vancouver de harcèlement. La société avance que 95 % de tous les billets d'infraction émis en vertu de certains règlements municipaux sont remis dans ce quartier. Les deux organismes affirment que la distribution de contraventions à ceux qui ne peuvent même pas les payer ne mène à rien. Qu'ils n'utilisent pas les bylaws pour criminaliser les personnes, qu'ils participent avec la communauté pour améliorer les conditions sociales qui sont vraiment le problème. Selon la police de Vancouver, les contraventions n'ont rien à voir avec la discrimination des résidents du Downtown Eastside. I can tell you that the ticketing of individuals has nothing to do with discrimination. Elles sont simplement émises là où la loi n'est pas respectée. Geneviève Mitchell, Radio-Canada, Vancouver. Les audiences publiques de la Commission d'évaluation environnementale du projet de gazoduc Coastal GasLink commenceront le 19 mars à Burns Lake. Le projet de la compagnie TransCanada acheminerait du gaz naturel de Ground Birch, une communauté à l'ouest de Dawson Creek, dans le nord de la province, jusqu'au terminal proposé de Kitimat, 650 km plus loin, où le gaz serait liquéfié avant son transport pour l'étranger. Des audiences de la commission auront aussi lieu à Prince-Georges, Dawson Creek et Terrasse. Les citoyens peuvent également envoyer leurs commentaires et pour le faire, vous allez voir dans un instant l'adresse apparaître à l'écran. Ça y est, elle y est. Par ailleurs, le magnat de la presse provinciale, David Black, était à Vancouver aujourd'hui pour faire la promotion de son projet de raffinerie pour Kitimat. L'homme d'affaires affirme avoir trouvé des investisseurs prêts à participer au financement de son projet de 25 milliards de dollars. David Black veut que le pétrole extrait des sables bitumineux de l'Alberta soit raffiné en Colombie-Britannique avant d'être exporté, ce qui serait plus rentable pour la province. Ici Joseph Anquille de Jeune Info. Plus tard au téléjournal, la jeune Elia Sonnet a trouvé sa voie. C'est vraiment ça que je veux faire parce que je me suis tellement amusée. Et ici, Jasmine Melnichuk. Au sport, je vous parle de la crosse. C'est le sport national canadien d'été, mais nos joueurs s'exilent aux États-Unis. Wow, tu peux faire une différence sur une équipe qui joue à un niveau qui est assez haut. Des personnes veulent payer pour toi de jouer sur leur équipe. Après 10 ans d'existence, Ballet Kelowna doit fermer ses portes. Cette petite compagnie de danse aux grandes ambitions n'a plus les moyens financiers pour survivre. Le joyeux de Kelowna, comme on l'appelle là-bas, dansera pour la dernière fois le 16 avril. Cette soudaine fermeture a pris par surprise la communauté artistique de l'Okanagan. Élodie Dorcel. Quand David Lahey a fondé Ballet Kelowna il y a 10 ans, cela ressemblait à un rêve un peu fou.
une compagnie professionnelle dans une petite ville éloignée des grands centres. C'est difficile d'avoir une compagnie professionnelle dans une ville si petite, mais c'est un grand cadeau pour pas seulement les danseurs, les étudiants de danse, mais pour voir la danse ici à un niveau professionnel. En 10 ans de tournée aux 4 coins de la Colombie-Britannique, Ballet Kelowna s'est bâti une réputation de haut calibre. Mais la troupe reste petite. 8 danseurs qui ont tissé des liens serrés. C'est même le directeur artistique qui coud les costumes. C'est devenu une famille et la fin est d'autant plus dure pour les danseurs. Our job isn't just going to end at the end of the season. A lot of people's lives, as they know it, could potentially end, right? De son côté, l'administration défend son choix. 3 years. Il n'y a tout simplement plus assez de revenus, dit le président. The annual operating budget is about $635,000. Le budget annuel est de 635 000 $, explique Jamie Ma. Et il n'y a plus assez de dons d'entreprises et individuels. La compagnie a aussi moins de spectateurs à Kelowna. Mais après cette décision de fermeture controversée, 3 nouveaux dons ont permis à Ballet Kelowna de compléter sa dernière tournée printanière. Le sort de Ballet Kelowna suscite beaucoup d'intérêt au sein de la population. Une population qui veut garder ses danseurs. C'est important d'avoir des liens, des connexions avec ces jeunes danseurs qui habitent ici, qui viennent de cette communauté et qui partagent justement leur amour pour la danse. À 64 ans, le directeur artistique voulait bientôt prendre sa retraite, mais pas dans ces conditions. Ballet Kelowna is my baby, it's like my child. Ballet Kelowna, c'est mon bébé, dit David Lahey. C'est un enfant qui a seulement 10 ans. Il dit que c'est comme perdre une partie de lui-même, comme un danseur qui n'aurait plus de jambes pour danser. Élodie Dorcel, Radio-Canada, Kelowna. Élodie, dis-moi, depuis que tu as tourné ce reportage, est-ce qu'il y a de nouveaux développements? Oui, en effet. Depuis le mardi que j'ai tourné le reportage, il y a eu 2 réunions publiques auxquelles les gens de Kelowna ont participé avec beaucoup d'intérêt et ils ont eu l'occasion de poser des questions au conseil d'administration et David Lahey. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de réponses à donner, mais ça démontre quand même l'intérêt de la population à Kelowna qui veut garder Ballet Kelowna. Mais ce serait étonnant que Ballet Kelowna soit sauvé. Oui, en effet, ce serait très étonnant que ça continue après cette saison. Merci, Élodie. Merci. Ici, Justine Wicklow de White Rock. 2 frères, 2 réalités. Après la pause, les joies et les peines de vivre avec un frère autiste. Pour les premières 2-3 années, je ne savais pas pourquoi il avait beaucoup de l'attention à toutes les personnes qui venaient l'aider. L'autisme frappe plus d'enfants que le cancer, le diabète et le VIH-Sida combinés. Et le nombre d'enfants diagnostiqués autistes a augmenté de 400 % au cours de la décennie dernière. Des services existent pour les parents, pour les enfants, mais qui a pensé aux frères et aux sœurs qui vivent du stress, de la frustration, parfois de la gêne? Justine Wicklow a cherché à savoir. La famille Paquette est comme toutes les autres. Chaque jour, Eric et Christopher reviennent à la maison après l'école. Eric, le grand frère, aime la bonne musique et le taekwondo, mais sa vie sort de l'ordinaire. Christopher, son frère de 10 ans, est autiste, ce qui change beaucoup la vie à la maison. Pour les premières 2-3 années, je ne savais pas pourquoi il avait beaucoup de l'attention à toutes les personnes qui venaient l'aider. Christopher a été diagnostiqué à l'âge de 4 ans, quand Eric avait 6 ans. Il ne parlait pas et n'interagissait pas beaucoup avec son grand frère, une situation qu'Eric ne savait pas comment gérer. Quand j'étais plus jeune, je voudrais avoir les ressources pour que je comprenne pourquoi il dit des choses différentes et il n'a pas parlé beaucoup, juste dans les bruits. Aujourd'hui, Eric comprend mieux son petit frère. Il a appris à interagir avec lui.
même s'il doit encore surmonter des défis tous les jours. Son frère commence à sauter ou bien faire des choses avec ses mains ou quelque chose de hors de l'ordinaire. Je suis sûr que pour Eric, il doit regarder ses amis, c'est quoi qu'ils doivent penser à. Because of Christopher's autism and, À cause de l'autisme de Christopher, explique sa mère, on se concentre beaucoup sur lui et non sur Eric. Une situation que vivent beaucoup de frères et sœurs d'enfants autistes. Catherine Theroux travaille avec des familles d'enfants autistes depuis 10 ans. In terms of kids with ASD, there's not really... Elle confirme qu'il n'existe pas vraiment de services locaux pour aider ses frères et sœurs d'enfants autistes. Selon elle, il faudrait les connecter avec d'autres jeunes qui vivent les mêmes expériences. Une aide dont Eric aurait bien aimé bénéficier. Mais il a eu la chance d'avoir une bonne relation avec son frère. Une relation pour la vie, croient ses parents. I think Eric understands that he's going to be responsible for Christopher. Eric comprend sa responsabilité future envers Christopher, dit sa mère. Elle et son mari ont de grands espoirs pour Christopher, mais ils savent qu'il aura toujours besoin de quelqu'un près de lui. C'est dur, je te comprends, mais sois patient. It's worth it. Justine Wicklow, Radio-Canada, Surrey. Nous retrouvons Mathilde pour le bulletin météo. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Quelles sont les prévisions du temps pour ce soir, cette nuit et demain? Eh bien, pour les prochaines 24 heures, nous aurons de la pluie pour Vancouver et Victoria et un peu de neige fondante pour le sud-ouest de la province. Et pour cette nuit, au sud-ouest, ce sera plutôt nuageux avec un peu de pluie pour certaines régions. Et au sud-est, ce sera nuageux avec un peu de pluie et de la neige fondante pour Kelowna. Et au nord de la province, ce sera dégagé avec des nuages pour Prince-Georges. D'ailleurs, ce soir à Prince-Georges, ce sera plutôt froid. Et demain, au sud-ouest de la province, nous aurons des nuages avec quelques éclaircies de soleil, avec de la pluie pour Whistler. Et au sud-est, ce sera nuageux avec quelques éclaircies de soleil et de la pluie. Pour demain, au nord, ce sera ensoleillé avec quelques nuages pour Whitehorse. Merci. Après avoir dénoncé le gouvernement fédéral, un fonctionnaire du ministère de la Justice doit maintenant se battre pour conserver son emploi. Edgar Schmidt accepte pour la première fois de raconter son histoire. Marc Godbout. Loin de la tourmente, loin des projecteurs, il mène son combat seul. Edgar Schmidt ne pouvait plus rester silencieux, quitte à devoir tout porter sur ses épaules. Je suis suspendu sans salaire depuis quelques jours après le lancement du processus. Edgar Schmidt s'ajoute à la liste de fonctionnaires qui osent s'en prendre au gouvernement. Cette fois-ci, ce qui donne une saveur particulière, c'est qu'il accuse le ministère de la Justice de ne pas avoir rempli son devoir de chien de garde. Je crois que c'est les gens comme moi qui sont plus proches à la fin de leur carrière qui ont la responsabilité de prendre des actions comme ça. L'homme fait partie d'un groupe d'experts au ministère de la Justice dont le mandat est d'évaluer si les projets de loi gouvernementaux sont conformes à la Charte des droits et libertés. Lui-même avocat, il intente un procès à son employeur convaincu qu'il ne respecte pas son mandat de signaler au Parlement les aspects des nouvelles législations qui ne sont pas conformes. Si le cour finalement décide que ce que le ministère fait actuellement n'est pas conforme à la loi, c'est important d'avoir quelque chose qui est conforme pour l'avenir. C'est quand même sans précédent, je crois.
Pour cet expert, tout indique que la barre est beaucoup trop basse pour tester la validité des projets de loi. L'enjeu, c'est de voir est-ce que le processus qui a été mis en place pour assurer la compatibilité des projets de loi avec la Charte, est-ce qu'il fonctionne ou est-ce qu'il a été essentiellement neutralisé par des directives internes? Voilà que celui qui a tout risqué impose le respect dans son ancien entourage où son combat est perçu comme courageux et presque osé. J'apprécie beaucoup l'appui que j'ai reçu. C'est vraiment inestimable pour moi d'avoir l'appui de ma famille, mes amis. Même si le poids est lourd à porter, les principes guident sa démarche. Et c'est pour ça qu'à 60 ans, Edgar Schmidt est déterminé à aller jusqu'au bout. Marc Godbout, Radio-Canada, Val-des-Monts. Prières et discussions étaient au menu des cardinaux réunis pour une troisième journée à Rome. Pour limiter les fuites, le Vatican leur a interdit de parler à la presse. Certains observateurs y voient une façon de faire taire les Américains et les Allemands qui réclament qu'on fasse la lumière sur les scandales qui frappent l'Église catholique. Par ailleurs, un groupe de défense de victimes de prêtres pédophiles a publié sa liste noire des candidats à la papauté, liste sur laquelle on retrouve le Québécois Marc Ouellette. Des centaines de milliers de Vénézuéliens sont descendus dans les rues de Caracas aujourd'hui pour le passage du cercueil de leur président mort hier. Hugo Chavez a dominé la vie politique du Venezuela pendant 14 ans. À la fois aimé et détesté, son départ marque le début d'une période d'incertitude et suscite de nombreuses réactions partout dans le monde. Joyce Napier. Journée de deuil pour les partisans d'Hugo Chavez, les chavistes comme on les appelle. Dans les rues de Caracas, ils accompagnent la dépouille de celui qui aura été leur leader pendant 14 ans. Mon cœur est brisé aujourd'hui, dit cette femme. Au lendemain de la mort du commandante, le Venezuela reste un pays profondément divisé. L'après Chavez sera-t-elle une période d'instabilité? Des élections seront organisées dans les 30 jours, mais le dauphin de Chavez, son vice-président, réussira-t-il à assurer l'avenir de la révolution socialiste? Aux États-Unis, grand contraste, des ressortissants vénézuéliens, eux, fêtent la mort de celui qu'ils qualifient de tyran. C'était un homme malveillant, dit cette femme. Il a détruit mon pays. On pouvait l'aimer ou le détester, pas de demi-mesure. Hugo Chavez ne laissait personne indifférent. Ce sera ça, son héritage. Même avant l'annonce de sa mort, Washington disait souhaiter des relations normales et productives avec son successeur à Caracas, une façon à peine voilée de souhaiter un changement. Les tensions entre les deux pays étaient fréquentes et bien connues. Les alliés de Chavez étaient souvent les ennemis de Washington, comme par exemple Saddam Hussein, le président iranien et le président syrien Bachar al-Assad, que Chavez avait même décoré. Et d'ailleurs, le président syrien a déclaré que la mort de Chavez était une grande perte pour lui personnellement et pour tout le peuple syrien. C'est donc la méfiance qui aura marqué pendant 14 ans les relations Washington-Caracas. Avant même qu'il annonce son décès mardi, le vice-président vénézuélien accusait Washington d'avoir carrément empoisonné Hugo Chavez et de fomenter l'incertitude, voire un coup d'État. On ignore qui assurera la transition en attendant les élections vénézuéliennes. Le vice-président, comme le souhaitait Hugo Chavez, ou le président de la Chambre, comme le prévoit la Constitution. Ici, dans la capitale américaine, on a beau penser bon débarras, au Venezuela, aujourd'hui, c'est l'incertitude et la peur. Joyce Napier, Radio-Canada, Washington.
On va quand même prendre un instant pour faire un petit brin de jasette avec nos participants de Jeunes Info. Mathilde, une de nos plus jeunes participantes qui habite à Victoria, tu as donc dû travailler à distance. Explique-nous comment ça s'est passé pour toi. Bien, de la façon que ça marchait pour moi, vu que j'habitais loin, on y allait par Skype où je prenais une vidéo de moi, je l'envoyais, on me répondait par email qu'est-ce que je devais changer ou améliorer, et je recommençais. Qu'est-ce que ça t'a apporté de participer à Jeunes Info? Jeunes Info, ça m'a apporté à sortir de ma zone de confort parce que je suis quelqu'un d'assez timide. Donc, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Ouais. Bravo Mathilde, félicitations, très beau travail. Je souligne ta motivation aussi de travailler seule comme ça à distance de façon virtuelle. Chapeau. Justine, on a vu ton reportage sur l'autisme. Pourquoi tu as choisi ce sujet? Moi-même, j'ai un frère autiste. Alors, je connais les difficultés et l'importance des ressources pour les frères et sœurs des enfants autistes, parce que moi, j'aurais aimé avoir des ressources, mais moi, je n'en ai pas reçu parce qu'il n'en avait pas. Et j'ai l'impression aussi que ça t'a provoqué une discussion sur ton avenir. Est-ce que tu sais en quoi tu vas étudier à l'université? Je pensais un peu de la psychologie pour continuer, parce que je travaille avec des enfants autistes déjà, et pour continuer en ça et faire de plus en ça. Et aussi, maintenant, je considère un peu le journalisme aussi, parce que je l'aime beaucoup. Et je souligne le fait que tu as trouvé des gens qui parlent français pour nous présenter ce sujet délicat. Bravo, beau travail. Oui, merci. Élodie, tu as dû changer de sujet en cours de route. Pourquoi? Oui, en effet, mon sujet initial, c'était la dépression parmi les jeunes. Et c'était juste trop difficile de trouver des gens qui sont ouverts à parler d'un sujet aussi délicat, surtout aux écoles. C'est un peu un sujet tabou. Et surtout dans une ville anglophone, c'est un peu plus difficile de trouver des gens qui parlent français. Et pourquoi l'histoire de Ballet Kelowna t'a interpellée? Moi-même, je suis danseuse et je connais les danseurs personnellement. Alors, pour moi, c'est vraiment proche de ma vie. Et une raison pour laquelle ça a été vraiment difficile d'être impartial aussi à cause de ça. Mais oui, c'est un sujet très important. Ça, hein? Il faut se détacher émotivement de son sujet. Bravo, Élodie. Je veux féliciter Élodie aussi qui a fait la première partie la semaine dernière du spectacle d'Ariane Moffat à Kelowna. Des jeunes pleins de talent ici ce soir. Merci. Ici Magali Bureau de West Vancouver. Trop d'enfants vivent encore dans la pauvreté. Après la pause, l'impact de la pauvreté sur les enfants à l'école. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas bons à l'école, qu'ils ne réussiront jamais. Ils savent qu'ils sont différents des autres étudiants. Bonjour, Encore aujourd'hui, en Colombie-Britannique, un enfant sur 7 vit sous le seuil de la pauvreté. La province a depuis longtemps l'un des taux de pauvreté chez les enfants le plus élevé au pays. Magali, dans un peu plus de un mois, la Colombie-Britannique sera en campagne électorale. Crois-tu que les politiciens sont interpellés par ce sujet? Oui, les libéraux de Christy Clark ils disent qu'ils sont plutôt du côté des familles et des enfants. C'est sûr qu'eux, ils vont avoir peut-être... ce sujet va avoir un rôle dans sa campagne électorale, mais moi, je me suis plutôt intéressée aux impacts de la pauvreté chez les enfants à l'école. Dans la province, 119 000 enfants vivent dans la pauvreté et beaucoup d'entre eux vont à l'école. Certains dorment dans de petits logements surchargés et manquent de nourriture, ce qui a un impact dans la salle de classe. S'il manque le petit déjeuner, je sais que pour des étudiants, il y en a qui vont avoir des maux de tête. Il y en a qui vont s'endormir en classe. Il y en a qui vont être réveillés, mais ils n'arrivent pas à se concentrer. Pour aider ces enfants, certaines organisations offrent de la nourriture gratuitement le matin à l'école, principalement dans le Grand Vancouver. C'est là que se trouvent les 2/3 des enfants pauvres de la province. Ils sont 80 000 dans la région. Et ils sont comptés chaque année par l'association First Call. 14% des enfants de la province vivent sous le seuil de la pauvreté, dit Adrienne Montagneux. Mais dans les grandes villes, ce taux monte à 18%. La pauvreté a des impacts qui se répercutent non seulement sur l'éducation, mais aussi sur l'estime de soi.
Ce qui se passe au secondaire, c'est ce qu'ils appellent, je n'ai pas la terminologie en français, mais c'est identity failure. Alors, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas bons à l'école, qu'ils ne réussiront jamais, ils savent qu'ils sont différents des autres étudiants. Alors, il y en a qui sont prêts à abandonner dès la 9e, 10e année, et c'est à ce moment-là que les conseillers les identifient comme des étudiants à risque. Les étudiants pauvres ne sont pas condamnés à l'échec. Certains se rendent même à l'université avec des bourses, mais leur parcours est semé d'embûches. La solution pour soulager leur fardeau n'est pas facile à trouver. Les écoles ne peuvent pas résoudre le problème de la pauvreté, dit-elle. Elles ont besoin de financement pour aider les enfants. L'aide pourrait venir du gouvernement provincial. Il a longtemps été critiqué pour ne pas s'être occupé du problème assez rapidement. Un problème qui pourrait devenir un enjeu de campagne électorale. There's still a long way to go. There's a lot of work to be done, but we're headed in the right direction. Il nous reste encore du chemin à parcourir, dit la ministre. Mais nous allons dans la bonne direction avec des subventions pour les garderies, les loyers ainsi que des logements sociaux. Du chemin à parcourir, il en reste en effet. Il y a 23 ans, le gouvernement fédéral a promis d'éradiquer la pauvreté chez les enfants, avant l'an 2000. Magali Bureau, Radio-Canada, Vancouver. Gérald, pas de hausse de taux en vue à la Banque du Canada? Le taux directeur de la Banque du Canada demeure inchangé à 1 %. La Banque centrale affirme que la baisse de l'investissement résidentiel va se poursuivre et que le niveau d'exportation d'avant-récession reviendra que dans la deuxième moitié de 2014. La Banque s'ouvre un peu plus à une possible baisse des taux en affirmant qu'un taux directeur très bas demeurera probablement approprié pendant un certain temps, après quoi une hausse modeste sera probablement nécessaire. Par ailleurs, les perspectives économiques mondiales sont largement conformes à celles projetées par la Banque en janvier. La Banque croit que la croissance au pays se redressera en 2013. En bourse, des gains dans les titres technologiques, les mines et les métaux à Toronto. Voici les chiffres. De Vancouver. Après la pause au téléjournal, adolescents et militants, une combinaison gagnante pour sensibiliser l'opinion publique. C'est pas la question de est-ce qu'on peut faire une différence, c'est que c'est une nécessité, il faut faire une différence. La protection plutôt de l'environnement est un sujet très rassembleur, surtout chez les jeunes. De plus en plus d'adolescents s'impliquent dans cette lutte et au-delà de leurs idéaux, ont-ils vraiment le pouvoir de changer le monde? Voici le reportage de Ying Zhu Xiang. Quand un jeune s'implique dans la défense de l'environnement, ça ne passe pas inaperçu. Tessica Chong fait partie de ces jeunes qui font de la protection de l'environnement une priorité. Pour elle, il n'y a pas de temps à perdre. Il y a cette urgence, c'est un problème qui est vraiment grave et je pense pas qu'il y a assez de gens qui travaillent assez rapidement pour faire le changement qui est nécessaire. Une des causes qui mobilise beaucoup en ce moment, c'est le projet de Pipeline Northern Gateway Denbridge. Récemment, le jeune Sam Harrison a exprimé son opposition au projet lors des audiences publiques. Une apparition très remarquée, notamment grâce aux médias sociaux. Sam Harrison a ensuite organisé une manifestation contre le projet du port de Vancouver d'augmenter les exportations de charbon. Même si les leaders comme lui se démarquent, la majorité des jeunes négligent la politique. There are a lot of youth who don't care about politics, but I think that's wrong and I have no idea why they don't. Si les jeunes ne s'impliquent pas, c'est peut-être parce qu'ils ignorent quel peut être leur impact. I think
In the short run, probably not much. Même si les jeunes n'ont pas de poids politique immédiat, dit ce professeur, ils peuvent contribuer à changer l'opinion publique. Youth participation makes good visuals. La participation des jeunes, ça fait de bonnes images, poursuit-il. Et ces jeunes pourraient devenir des électeurs sensibles à l'environnement. Des jeunes qui réussissent déjà à attirer l'attention de militants reconnus. Je suis content de voir que les jeunes s'impliquent, dit David Suzuki. C'est vraiment à leur génération d'attirer l'attention sur ces problèmes. La fille de David Suzuki a d'ailleurs été une des premières à s'engager publiquement pour la défense de l'environnement. À 12 ans, elle a prononcé un discours à l'ONU qui est encore un modèle aujourd'hui. Beaucoup de gens me disent qu'ils ont pris l'inspiration. Ils ont vu qu'un enfant de 12 ans peut faire quelque chose. Beaucoup de monde pense que c'est un sujet seulement pour les politiciens ou pour les adultes. Non, c'est vraiment pas vrai. C'est pas la question de est-ce qu'on peut faire une différence, c'est que c'est une nécessité, il faut faire une différence. Yingzhu Xiang, Radio-Canada, Vancouver. Jules, dites-moi, est-ce qu'on va voir quand même un peu de soleil cette semaine? Ça va s'améliorer de jour en jour. Je vous dirais, Julie, ça ne sera pas si mal. Les températures qui vont rester quasi stables, près des normales de saison. On regarde le mouvement des températures pour demain. Bien sûr, ce soir, cette nuit, ça reste froid pour le secteur centre au sud. Plutôt, normal. Demain, les températures 9 et 10 degrés. C'est à peu près les normales de saison. On a un petit peu l'air doux qui commence à souffler dans le secteur sud. En fait, tout le long des côtes. À l'intérieur, on a encore le ressac du système qui va ramener plutôt des nuages et des averses. Ce sera un peu plus difficile pour ce secteur pour demain. Pour le secteur du sud-ouest, il y a quand même quelques endroits où il y aura des brèches dans tout ça. Les nuages sont présents en matinée. Par la suite, ça se déplace avec une dépression qui tournoie dans le secteur de l'intérieur, qui s'effrite et qui se désagrège un peu tout en laissant à l'arrière des nuages, des averses de neige fondante et de la pluie surtout, avec des températures qui seront quand même assez élevées. Ça va laisser 2 à 4 mm pour tous les secteurs du sud-ouest. On a à l'est, là aussi, des millimètres, mais ça sera mélangé avec de la neige fondante. Ce sera moindre, cependant, comme quantité. Déjà que c'est pas beaucoup avec 4 mm. Pour les températures, je vous en parlais, c'est à peu près les normales de saison. On a un peu de soleil demain, surtout en après-midi. Les probabilités demeurent très minces. Il y a quand même une goutte ou deux probable pour certains secteurs. Ça reste assez linéaire pour les prochains jours. C'est pas complètement dégagé, mais il y a du soleil dans tout ça. Et on va pouvoir quand même bénéficier de températures près des normales pour au moins 3 ou 4 jours. Victoria, c'est le même scénario, peut-être avec 1 ou 2 degrés en plus comme bonus durant la journée, plus couvert cependant pour demain. Pour Kelowna, on a des averses de neige pour demain. Il y a des éclaircies par la suite pour les secteurs de l'Est pour les prochains jours. Au nord, c'est beau, c'est dégagé par moment, mais il y a des nuages qui vont être de retour par la suite. C'est froid durant la soirée et dégagé aussi pour Whitehorse avec du soleil. Et nous poursuivons cette édition spéciale du Téléjournal Colombie-Britannique en compagnie de Magali, Yingzhu et puis Joseph. Magali, dis-moi, comment as-tu entendu parler du programme Jeune Info à Radio-Canada? En fait, j'avais vu une publicité qui est passée à la télévision l'année dernière, mais j'étais un peu en retard pour envoyer mon courriel. Donc cette année, j'ai vu la publicité passer encore et puis j'ai sauté dessus et puis... Voilà, j'ai fait mon audition et me voici. Et puis, est-ce que l'expérience est à la hauteur de tes attentes? Oui, encore plus haute que ce que je m'attendais. C'est impressionnant tout le travail qui est mis dans juste un reportage. Il y a tout le monde qui s'implique, c'est incroyable. Yingzhu, dis-moi, toi, que vas-tu retenir de cette grande aventure? Une des choses les plus importantes que j'ai retenues, c'est pour être un bon journaliste, il faut être un journaliste neutre. Oui. Très rigoureux. Oui. Parce que toi, tu parlais d'environnement et c'est un sujet qui te tient à cœur. Oui, comme la plupart des journalistes ici, on a choisi les sujets qui nous tiennent à cœur. Alors, naturellement, ça va être très difficile pour nous d'être neutre, mais il fallait faire des recherches et trouver différents points de vue pour avoir un bon reportage. Et s'intéresser, comme on dit dans le jargon, aux deux côtés de la médaille. Oui. Joseph, toi, tu étudies en théâtre. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre le théâtre et le métier de journaliste? Je dirais que oui. Ça prend beaucoup de confiance en soi et ça prend une vraie présence. C'est comme quand les caméras s'allument et quand les rideaux s'ouvrent, c'est showtime.
Justement, le rideau s'ouvre sur ton reportage. Elle a organisé son propre concert. Elle a fait la première partie de Lisa Leblanc. Eléa Saunier est une jeune Vancouveroise qui a fait sa marque dans sa communauté grâce à sa jolie voix, sa passion pour la musique, tout ça en continuant ses études au secondaire. Voici le reportage de Joseph Anctil. Elle a 17 ans. Pendant que les autres adolescents se soucient de leurs devoirs, Eléa Saunier est sur scène. La musique, c'est sa passion. C'est devenu plus qu'un passe-temps pour elle. En fait, elle chante depuis qu'elle est toute petite. Depuis que je suis jeune, c'est vraiment comme c'était une évidence pour moi que j'allais faire ça. Je dirais que la première fois que je me suis dit qu'elle avait un vrai talent pour la musique, elle devait avoir à peu près 2 ou 3 ans. Elle regardait un film à la télévision et elle chantait la chanson du film. Et elle mettait beaucoup d'émotion dans la manière dont elle chantait. Et là, je me suis rendu compte qu'elle ne faisait pas juste faire des notes, mais elle essayait de passer une émotion. Le père d'Eléa était musicien amateur depuis des années. Il est devenu le mentor musical de sa fille. Et c'est un peu lui qui m'a guidée là-dedans. Sans lui, je sais même pas si j'aurais eu le goût de faire de la musique, parce que c'est lui qui jouait de la guitare et qui me faisait chanter. Il m'a toujours encouragée aussi. Moi, je n'ai pas choisi de venir vivre ici. Après une enfance sur l'île tropicale de la Réunion, la famille Saunier déménage au Québec. C'est quand on est arrivé au Québec qu'elle a commencé à faire de la musique de manière plus intense. En avril 2011, elle organise son propre spectacle avec son père. Et la scène devient une révélation. C'est vraiment ça que je veux faire parce que je me suis tellement amusée, puis j'ai mis des efforts, puis ça a été difficile au début, tu sais, le stress, tout ça, vendre des billets, tu sais, c'est compliqué quand c'est ton spectacle. Mais après, ça valait tellement la peine que non, j'ai adoré vraiment. En août 2011, Eléa arrive à Vancouver. Elle est à l'école secondaire, mais elle accumule déjà des opportunités musicales. Comme la première partie de la chanteuse acadienne Lisa Leblanc en novembre dernier. J'aime faire des premières parties en fait. Ça m'a permis de me rendre compte que j'aime ça. C'est pas seulement d'avoir ton propre show. Je trouve que d'être avec d'autres artistes, c'est ça que j'aime aussi, comme partager la scène. Je trouve que c'est une belle expérience puis que c'est plus amusant comme ça. Eléa compose aussi ses chansons depuis qu'elle a 14 ans. Elle écrit maintenant en anglais et travaille sur de nouvelles compositions. Mon cœur qui bat. Joseph Anctil, Radio-Canada, Vancouver. OK. Je voudrais souligner que Léa et ses parents sont dans la salle ce soir. Et Joseph, il regardait ton reportage avec beaucoup d'intensité. Et Léa sera en concert cette semaine? Oui, elle sera à la Centre culturel francophone vendredi à 20h. Ça y est, l'invitation est lancée. Merci, Joseph. Merci. Ici Samuel Sand Richmond. Dis-moi ce que contient ton sac à dos et je te dirai comment tu te portes. On peut voir beaucoup de choses, encore comme des maux de tête, des problèmes avec les genoux, des problèmes musculaires. Bonjour, C'est un problème répandu dans toutes les écoles de la province, des sacs à dos qui semblent peser 1 tonne. Le dos courbé, la démarche lourde, les écoliers font subir beaucoup de tort à leur corps. Mais à l'heure du numérique, pourquoi les sacs à dos sont-ils encore si lourds? Samuel Sand. Cette montagne, c'est ce qui se trouve dans le sac à dos d'un élève. Des manuels, des cahiers, des ordinateurs portables. Plus les élèves avancent dans leurs études, plus leurs sacs à dos s'alourdissent. Ces élèves ressemblent à des tortues, penchés en avant pour compenser le poids de leur énorme sac. C'est le cas de Stacy, une élève de 8e année. Parfois, j'ai mal aux épaules ou
Si je marche, j'ai mal aux jambes. Selon l'Association des chiropraticiens, un sac à dos ne devrait pas représenter plus de 10% du poids d'une personne. Une proportion multipliée par 2 dans le cas de Stacy, son sac représente près de 20% de son poids. Porter un sac aussi lourd tous les jours, cela a un impact sur la santé. Et pas seulement pour le dos des élèves. On peut voir beaucoup de choses, encore comme des maux de tête, des problèmes avec les genoux, des problèmes musculaires. Mais les élèves ne devraient pas avoir à subir cette torture tous les jours. En fait, il existe des possibilités pour alléger les sacs. Par exemple, les ressources virtuelles. L'école virtuelle de Richmond utilise déjà livres électroniques et ressources en ligne. Mais pourquoi est-ce que cette méthode n'est-elle pas appliquée aux autres écoles? Publishers see this as being a cost issue for them. Pour les maisons d'édition, c'est une question de revenus, dit-elle. Elle perdrait de l'argent si elle ne publie que des livres électroniques. Et pourtant, ce sont ces ressources qui permettraient aux élèves d'alléger leur sac. Heureusement pour eux, la commission scolaire ne perd pas espoir. There is a new curriculum going to be introduced in... On est en train de préparer le nouveau curriculum, explique-t-elle. Et on est en discussion avec les maisons d'édition pour décider combien de nouveaux livres seront électroniques. Un poids de moins sur les épaules des élèves qui en ont déjà lourd à porter. Sam Wilson, Radio-Canada, Richmond. On retrouve Richard au sport. Quel exploit en Norvège aujourd'hui. 3 médailles pour des Canadiens au championnat du monde en ski acrobatique. Et ce qui a été particulièrement un exploit aujourd'hui, c'est un doublé chez les hommes. On a assisté à la conquête de l'or et l'argent. Michael Kingsbury, qui a remporté 6 des 9 compétitions cette année, a devancé Alexandre Bilodeau, qui est en voie de devenir son éternel rival. Kingsbury a obtenu une note de 27,59. Il a réalisé un excellent chrono et sa combinaison de sauts était la plus audacieuse du concours. Alexandre Bilodeau a suivi avec une note de 26,95, une marque supérieure à celle qui lui avait valu l'or aux Jeux de Vancouver. Mais cette fois, c'est l'argent. Et l'Américain Patrick Deneen a complété le tableau. Pour Michael Kingsbury, c'était une belle réussite. Il nous explique ce qui a fait la différence. J'ai fait un double full en haut, qui est le saut le plus difficile à effectuer sur un saut du haut, puis un cork 1080 en bas, je pense qu'il n'y a personne quasiment qui faisait ce saut-là. Fait que je les ai bien exécutés. C'était ça mon plan. Je les avais pas fait les deux ensemble. Cette année, j'avais juste fait des double fulls, puis là, enfin, j'ai mis le cork 1000 en place, puis ça m'a valu la médaille d'or, le champion du monde. Les Canucks ont perdu hier un match qui avait par moments des allures d'une guerre de tranchées. Le match s'est finalement décidé en tir de barrage et les Sharks l'ont emporté 3-2. Les Canucks ont pourtant tiré au but à 37 reprises, mais Antti Niemi a résisté. Ils ont fait preuve de détermination et sont revenus de l'arrière avec 2 buts en deuxième période. Si toute l'équipe a joué avec intensité, c'est le trio de Yannick Hansen, Chris Higgins et Mason Raymond qui s'est distingué. C'est d'ailleurs après une séquence particulièrement intense que Yannick Hansen a égalé la marque. Pour l'entraîneur Alain Vigneault, ils sont sans contredit les joueurs les plus combatifs depuis quelques matchs. Ouais, disons que de leur côté, c'est un trio qui, qu'on a mis ensemble excessivement bien. On travaille d'une façon tenace. On gagne beaucoup de petites batailles, que ce soit devant les deux filets ou le long des rangs. Donc, c'est un de nos meilleurs trios dans les mains. Et puis, on poursuit ce bulletin de sport avec Jaseline. Jaseline qui va nous parler de la crosse, un sport national d'été depuis 20 ans. Mais dis-moi, Jaseline, est-ce que c'est maintenant un sport connu et reconnu? Oui, en 1994, c'est devenu le sport national d'été, mais ça n'a jamais gagné la notoriété que l'autre discipline nationale, le hockey, à tel point que les jeunes qui veulent poursuivre des bourses dans ce domaine doivent partir à l'étranger pour réussir. Yeah, now don't miss. Adam
Dixon joue à la crosse depuis déjà 12 ans. C'est plus qu'un sport pour lui, c'est une passion. Je peux juste enlever toutes mes frustrations sur le terrain, juste jouer et me s'amuser avec tous mes amis. Il a déjà participé à 2 championnats provinciaux et s'est démarqué comme joueur qui a compté le plus de buts dans sa ligue. Au moment de finir son secondaire, il cherche à payer ses études grâce à la crosse. Mais tout ce qu'on lui propose est aux États-Unis. C'est vraiment juste avoir plus d'opportunités pour une personne qui a un haut niveau pour jouer dans le NCAA, qui est le plus haut que tu peux jouer, juste en Canada, parce qu'il n'y a pas tellement il n'y a pas d'équipe dans le Canada qui joue dans ce niveau si haut. Une bourse d'études sur 5 ans, cela peut représenter près de 200 000 $. Adam aimerait en profiter pour étudier en biologie et en affaires. Se faire payer ses études en jouant à la crosse, Ginny Campbell connaît bien le sujet. Son fils Robbie a obtenu une bourse de l'université Stony Brook à New York. Ce n'est pas possible d'avoir ce genre de bourse d'études au Canada, dit-elle. La bourse américaine de son fils couvre 80% de ses frais. Et cela lui a aussi permis d'être repêché par la Ligue nationale de crosse. Je pense que c'est 6. Adam fait maintenant face à une décision importante. Il a déjà reçu des offres d'universités américaines. Tu réalises que tu peux faire une différence sur une équipe qui joue à un niveau qui est assez haut. Alors c'est vraiment un choc que des personnes veulent payer pour toi de jouer sur leur équipe. Le père d'Adam joue à la crosse depuis plus de 30 ans. Il est maintenant entraîneur. À son avis, le sport n'a pas encore la renommée qu'il mérite au Canada. It needs more exposure. Il n'y a aucun moyen de faire connaître la crosse ici, explique-t-il, surtout depuis que Vancouver a perdu son équipe professionnelle il y a 8 ans. Adam n'a plus le choix, même s'il trouve difficile de quitter son pays. J'en ai beaucoup d'amis qui aussi poursuivent des bourses scolaires, puis ils aimeraient bien être proches de leur famille. Adam va devoir décider de son avenir dans quelques mois et sans doute quitter sa ville natale. Mais il sait que sa famille le soutiendra quoi qu'il fasse. Jocelyn Melnichuk, Radio-Canada, White Rock. Jocelyn, dis-moi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as appris en faisant ce reportage, en participant à Jeune Info? J'ai vraiment appris le travail des journalistes et c'est juste incroyable à voir les heures de travail qui rentrent dans un reportage de 2 minutes et aussi la manière simple et efficace dont les journalistes nous apportent les nouvelles du monde. Ah, ça prend du temps pour être court et concis. Oui. Samuel, bravo pour ta posture. On voit que ton sac à dos n'est pas trop lourd. Pour toi, quel était le plus gros défi? Le défi principal était de trouver une personne qui voulait être dans mon reportage et aussi qui est un francophone. Par exemple, je devais appeler plusieurs gens pour trouver une chiropraticienne qui pourrait parler le français couramment et aussi savait beaucoup à propos de mon sujet. Oui, c'est pas tout le monde qui veut parler devant une caméra. Vous l'avez fait et très bien fait. Bravo. Merci. En terminant, joignez-vous à moi pour féliciter ces jeunes, courageux, déterminés, motivés. Élodie, Mathilde, Jacqueline, Joseph, Samuel, Justine, Magali. Bravo! Très belle cuvée de l'émission Jeune Info. Vous pouvez voir ces reportages, si vous voulez les revoir, sur notre site Internet Radio-Canada. Merci à notre public, à toute l'équipe du Téléjournal. Merci à vous. Bonsoir.